Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la présidentielle égyptienne Abdel Fattah al-Sisi brigue un troisième mandat avec peu de suspense tant la guerre à Gaza a éclipsé la campagne électorale et qu'il n'y a en face de lui aucun candidat sérieux. Haro sur les médias en Guinée, Internet y est restreint depuis une semaine. Dans le viseur, les médias critiques du pouvoir en place. Mais vous allez voir que la riposte s'organise. Reportage à suivre sur place à Conakry. Notre invité de ce vendredi est sans doute l'un des plus grands spécialistes du fait colonial et de l'histoire des immigrations en France. Il interroge notamment la question de leur représentation. Auteur de nombreux ouvrages, Pascal Blanchard est venu nous présenter ces deux derniers, Notre France noire de A à Z et Mes étoiles nord noires avec Thuram, Lilian Thuram. On ouvre ce journal par la présidentielle égyptienne qui s'ouvre ce week-end avec peu de suspense. Le président Abdel Fattah al-Sisi brigue un troisième mandat qu'il est assuré de remporter tant la guerre à Gaza a éclipsé la campagne et qu'il n'a en face de lui aucun candidat sérieux comme le déplorent les défenseurs des droits de l'homme. Au Caire, les précisions de notre correspondant Édouard Dropsy. Dans les rues du Caire, rien ou presque n'indique que des élections présidentielles auront lieu de dimanche à mardi prochain, en dehors des panneaux gigantesques montrant le président Abdel Fattah al-Sisi. 3 autres candidats sont en liste, mais ils sont totalement éclipsés par la propagande du régime militaire égyptien. Même les médias officiels ne parlent qu'à la marge de ces élections, notamment en raison du conflit israélo-palestinien qui se déroule à la frontière égyptienne. Pourtant, les sujets de débat auraient pu être nombreux, notamment celui de l'économie. L'Égypte vit depuis plusieurs années une crise économique grave. Celle-ci devrait s'amplifier, se détériorer dans les prochains mois, notamment lors de la prochaine dévaluation qui est prévue dans les prochaines semaines. Pour les défenseurs des droits de l'homme, ces élections sont une mascarade. Ce n'est pas vraiment une élection. Bien sûr, cela promettait d'être plus une élection lorsque le processus a commencé en août-septembre. Le régime a rendu les choses très claires en ne permettant pas de candidats sérieux. Pas parce que le président Sisi risque de perdre dans les urnes, mais parce qu'ils ne veulent pas une campagne ouverte à la critique. Particulièrement sur la politique désastreuse de ces 10 dernières années. En 2019, Abdel Fattah al-Sisi avait fait modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Sauf événement extraordinaire, il devrait donc être réélu jusqu'en 2030. Lors des précédents scrutins, il avait été élu à plus de 95% des voix. L'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma s'est présenté à la police ce vendredi. Il est entendu sur la tentative de coup d'État du 26 novembre et il a déclaré néanmoins garder l'esprit ouvert et se tenir prêt à coopérer pleinement avec la police dans ses enquêtes. Et au Burundi, c'est l'ancien tout puissant Premier ministre du Burundi, Alain-Guillaume Bunyoni, lui a été condamné vendredi par la Cour suprême à une peine de prison à perpétuité, notamment pour avoir voulu renverser le gouvernement et avoir menacé la vie du président en place, a indiqué une source judiciaire. En Guinée, depuis plus d'une semaine, l'accès à Internet est restreint et les fréquences de certains médias critiques de la junte au pouvoir sont brouillées. Mais les associations de la presse ont décidé de mettre en œuvre un plan de riposte. Les explications à Conakry de notre correspondant Malik Diakité. Dans une déclaration publiée ce jeudi, les associations et le syndicat des professionnels de la presse désignent plusieurs personnalités du pays étant, je cite, des ennemis de la presse. Parmi ces personnalités, le Premier ministre de la Transition, Bernard Gomou, le ministre directeur de cabinet à la présidence, Djiba Diakité, le ministre des Télécommunications, Ousmane Gawal Diallo. Ces associations de médias fondent leurs accusations sur le fait que toutes ces personnalités citées sont impliquées dans la gestion de l'ARPT, l'organe de régulation des médias en Guinée, sous le contrôle des autorités guinéennes. Elles estiment que la junte veut réduire au silence toutes les voix dissonantes. Puisque la junte a pratiquement pu neutraliser toutes les autres contre-pouvoirs, c'est la presse qui reste, on dit il faut amener la presse coûte que coûte à se taire aussi.
Mais si on se tait, c'est fini pour le pays. Il faut qu'on nous laisse exercer. S'ils ne nous laissent pas, nous, on va résister. Des accusations rejetées par le porte-parole du gouvernement de la transition. Il est donc incongru aujourd'hui que des organes de presse accusent le gouvernement de détruire la liberté de la presse. Nous l'avons accompagné, soutenu, et nous croyons à la liberté de la presse. Mais cette liberté de la presse, nous voulons qu'elle soit responsable, qu'elle tienne compte du contexte de notre pays, de sa fragilité. Oui à la liberté de la presse, mais également, oui à la responsabilité des journalistes et des acteurs de la presse. Les professionnels de médias comptent organiser lundi prochain une journée sans presse. On reste en Guinée pour la deuxième édition du Festival international du film Conakry Ciné Nomade Afrique qui s'est ouvert le 1er décembre et qui court jusqu'au 12. L'événement souhaite relancer l'industrie du cinéma, former des talents et apporter le 7e art, notamment dans les villages qui n'y ont pas accès. C'est un hameau paisible situé à quelques 120 km au nord-est de Conakry. À Kinya, les habitants vivent d'agriculture, mais cet après-midi, tous ou presque ont déserté leurs champs. Le village accueille une animation particulière. Kinya s'est transformé en studio de cinéma pour quelques heures. À la caméra, un habitant du village. Les actrices sont des filles du coin et le scénario a été rédigé par la population. Du jamais vu dans cette communauté qui n'a d'ordinaire aucun accès au 7e art. Et l'idée, c'est de proposer à des gens, à des amateurs, de créer un film en 3 heures, collectivement, par groupe. Pour donner naissance au scénario, l'association a organisé 2 ateliers d'écriture participative. Des villageois se sont ensuite portés volontaires pour incarner les personnages. Mama joue le premier rôle dans le court-métrage du village, La fille insolente. C'est la première fois que je joue dans un film et j'ai vraiment aimé l'expérience. Je suis vraiment contente. Le moment le plus émouvant de la journée reste la projection en plein air. Sur grand écran, les villageois découvrent en avant-première leur œuvre commune. Plein succès donc pour cette expérience qui fait partie du festival Ciné Nomade Afrique. L'objectif, c'est d'introduire le plus grand nombre à la culture cinématographique, la culture de l'image, pour leur permettre, pourquoi pas, de rêver et de s'imaginer plus tard cinéaste. Et pour susciter toujours plus de vocations, des classiques du cinéma africain sont projetés en deuxième partie de soirée. Notre invité de ce vendredi, c'était Pascal Blanchard, historien, chercheur. Il travaille sur le fait colonial et l'histoire des immigrations en France, notamment à travers la question de leur représentation. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il est également documentariste, commissaire d'exposition. Il est venu nous présenter 2 de ses derniers ouvrages. Notre France noire, publié chez Fayard et coécrit avec ses acolytes Alain Mabankou et Abdourahmane Waberi. Et un deuxième ouvrage avec Lilian Thuram, édition de La Martinière. Mais d'abord, nous lui avons demandé de nous expliquer son attrait pour le fait colonial. Je suis rentré à la Sorbonne à une époque où il existait encore cette spécialité d'africaniste. Et l'histoire de l'Afrique me fascinait. Donc ma spécialité, c'est l'histoire de l'Afrique. Et oui, un petit breton peut s'intéresser à l'histoire de l'Afrique. Et je suis cette première génération, si vous préférez en plus, qui n'avait aucun rapport familial avec cette histoire. C'est d'abord par envie, par découverte, et ça m'a plu. Et puis j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai continué dans ces études, que ça a plutôt bien marché. Et j'étais jusqu'à faire une thèse sur l'histoire coloniale française et le discours sur l'Afrique dans le discours colonial. Sur le fond, pourquoi est-ce que c'est important de parler de cette représentation des Noirs en France, justement ? Parce que c'est notre histoire. Ça fait partie de l'histoire du pays. Ça fait partie des musiques qu'on écoute à Noël, de la cuisine qu'on mange, de nos vies de famille maintenant sont notables, d'une histoire qui a traversé des décennies, de ceux qui sont morts pour des guerres, de ceux qui nous ont fait vibrer par rapport à leur art et leur culture, des romans qu'on a lus depuis Batouala. Tout ça, c'est de René Maran, absolument. Il faut la raconter. Il faut la raconter parce que certains pourraient, non pas l'oublier, mais la méconnaître. Ou penser qu'il n'y a pas une histoire avant l'histoire du présent. Et puis, c'est important de montrer que cette histoire, elle nous a tous fabriqués. Ça y est, c'est fait. C'est pas quelque chose qui est juste poussif. On a grandi avec ces musiques, on a grandi avec ces expositions qu'on a été voir. On a grandi avec ces personnages, hommes et femmes, qui nous ont fait, les Nardal et d'autres. On a grandi avec des matchs de foot où on a tous vibré pour les mêmes buts. On se rappelle les capitaines noirs de l'équipe de France. En fait, on se rend compte que c'est une histoire incroyable qui nous traverse, qui traverse le continent africain, qui traverse aussi la zone caribéenne, qui se mixe de plein de souvenirs communs dont on ne sait même plus d'ailleurs qui vient d'où et qui fait quoi. Mais tout ça fabrique une part de l'histoire de France. Une part de l'histoire de France. Alors, au hasard, moi, j'ai choisi
un article, c'est humoriste noir. Oui. Et ça, c'est une question qui est intéressante, effectivement. C'est est-ce qu'il faut être drôle pour être accepté quand on est noir en France? Il faut mieux jouer. Pendant très longtemps, il fallait mieux bien savoir jouer au football et plutôt être dans le domaine du bouffon, de l'artiste, du clown, du clown chocolat, rappelez-vous, au début du siècle, absolument. Et de l'humoriste. Ouais. On n'a pas tout de suite donné la place de président de la République à une femme ou à un homme noir. C'est une évidence. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme espace? L'espace qui vous reste à la marginalité du système pour, en fin de compte, rentrer dans le système. Ouais. Et on le voit bien, à travers tout ce récit, les premiers espaces a été les arts, le cinéma, le théâtre de l'Odéon, l'humour, et de l'autre côté, le sport, le corps, la corporalité, la boxe. Ouais. Avant de pouvoir être reconnu pour autre chose. Autre chose. Alors, on termine là-dessus. Effectivement, je vous recommande notamment l'article de Chip. Et voilà, vous saurez, c'est très très drôle, très bien écrit, très enlevé. Et parmi les entrées de ce livre, et c'est pour ça que c'est très bien fait qu'on a voulu présenter les deux, il y a une entrée sur Mes étoiles noires. Oui. Et c'est le lien, évidemment, avec Lilian Thuram et son livre. Et lui-même sera reçu sur France 24, justement, incessamment, avec une version augmentée, du coup. Augmentée, différente, imagée, pour aujourd'hui raconter à ces jeunes, notamment la jeunesse de France et d'ailleurs, ceux qui nous manquaient à l'école pour nous fabriquer avec d'autres imaginaires. Et Lilian avait fait un fantastique livre de texte. Oui, absolument, de texte. Et on a eu cette idée de dire, montrons ces récits exceptionnels en images. 300 images qui racontent une très belle histoire. Très fier de ce livre. Très, très fier. Bon, bravo. En tout cas, c'est un très beau livre. C'est une première salve de cadeaux de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Merci Pascal Blanchard. C'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux de Paris à Saint-Malo en passant par Cancale. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.